En voyant ces images, des souvenirs de courses épiques sur Gran Turismo font instantanément surface dans votre esprit, ainsi que les méga préparations pour monter une petite colline américaine. Bonjour et bienvenue. Au programme aujourd'hui, on s'attelle au petit tout-terrain mignon qui se cache derrière cette carrure de bodybuilder. Posons tout d'abord le contexte de l'époque. Nous sommes dans les années 80. Le grand remplacement des crossovers et SUV n'a pas encore eu lieu. Si vous aviez une grande famille, vous preniez un monospace ou un break. Si vous vouliez prendre du plaisir, à ne pas sortir du contexte, vous finissiez en coupé ou en roadster. Et si vous rouliez en campagne, vous prenez un véritable 4x4, pas une berline obèse faussement tout-terrain. Mais est-ce que l'idée d'un véhicule égale une fonction était l'unique solution ? Est-ce qu'au lieu d'être excellent dans un seul domaine, on pourrait pas être bon dans plusieurs domaines ? Suzuki pressentit qu'il y avait un coup à jouer. La marque produit déjà le Samurai, un nano 4x4 de 3,40 m qui ne fait pas dans les demi-mesures. Léger comme l'air, il ne fait aucune concession et est un pur franchisseur. Et pour l'épauler, il faudrait bien un baroudeur fun et accessible, utilisable en pleine forêt sans être une torture en ville. Le cahier des charges du Vitara était né. Dès 1988, il arriva sur le marché. Suzuki avait-il vu juste ? Non, c'est un peu plus que ça. Le concept de modèle à tout faire plaît. Plus d'1 million de ventes pour cette première génération, faisant de cet Escudo, ou Vitara, une véritable icône. Et c'est bien normal, comment ne pas l'apprécier ? Pour un encombrement similaire à une Twingo 3, il offre les capacités d'un Range Rover, sans être un supplice au quotidien sur nos routes bien bitumées. Et si vous aviez des enfants, ou simplement que vous aimiez la place, les grands véhicules, une version 5 places immense qui culmine à 4 mètres, soit la taille d'une Clio 4. Et si vous n'habitiez pas en Bretagne, vous pouviez opter pour une version cabriolet, ou plutôt une version Targa. Le Vitara est un tel succès qu'il ouvrira la voie du tout-terrain urbain comme le RAV4 et l'hégémonie des 4x4 crossover et SUV que l'on connaît tous. Par ailleurs, avant même d'être pionnier des SUV, il a lui-même été au cœur d'une ribambelle de rebadge entre le Chevrolet Tracker et Vitara, l'Asuna et Pontiac Sunrunner, le Geo et GMC Tracker, Mazda Proceed, Levante. Bah ça en fait des noms pour la même chose. Si vous connaissez quelque chose qui était plus recyclé que ça, dites-le moi. Fort de ce succès, Suzuki continue à sortir des modèles originaux, dont le but était de savoir tout faire, à l'image du X90, un SUV cabriolet propulsion, un mix entre une MX-5 et le Vitara. Cette fois-ci, la sauce ne prendra pas. Environ 8000 ventes. Sacré flop. Mais pas grave, en 98, la seconde génération d'Escudo sortit. Encore une fois, un succès, même si, à mes yeux, il est moins charmant esthétiquement. Et après cette seconde génération, le Vitara s'est civilisé de plus en plus, jusqu'à devenir un banal SUV, assez vilain et globalement inintéressant, en toute objectivité. Heureusement, le Jimny est toujours présent pour jouer le rôle du petit tout-terrain mignon. Enfin, pas en France puisqu'on a des malus trop élevés. Quelle drôle d'idée. Avant de conclure sur son histoire, je ne peux pas passer à côté de la plus emblématique version de ce K4. Le monstre de Gran Turismo, le vainqueur du championnat Pikes Peak de 95, l'Escudo Pikes Peak, avec un V6 biturbo de 985 chevaux et seulement 900 kg sur la balance. On est loin des 80 poneys du modèle de série. En bref, le Vitara est un véhicule iconique, pionnier d'un mouvement horrible. Je vous ai dit que j'aimais pas les SUV. Néanmoins, comment lui en vouloir ? À son époque, il apportait quelque chose de nouveau, sans pour autant être une fraude, puisque ce dernier est réellement compétent hors des routes bitumées. Il a d'ailleurs tellement été utilisé en forêt, en rivière ou en véhicule d'intervention pour les forces de l'ordre, qu'il est difficile d'en trouver un d'origine en bon état et à tarif acceptable, la plupart ayant terminé en petits tas de corrosion. Et pour éviter la corrosion, je me suis penché sur une production signée Dorlop, une marque chinoise avec des modèles assez variés, entre japonaise et tout-terrain anglais. Cependant, les modèles sont relativement difficiles à trouver, un poil onéreux sur les sites conventionnels et très abordables sur AliExpress. On va commencer par la face avant, où l'on aperçoit de jolies optiques un poil trop transparentes, mais ça permet d'apprécier les bols chrome des phares. Toutes les aérations sur cette face avant sont réellement ouvertes, c'est appréciable, et surtout sur un modèle à ce tarif-là. On reviendra sur le prix après. Mais continuons positivement avec les plastiques noirs mat, dont l'effet est réussi, légèrement granuleux au toucher. Il y a même un support de plaque si vous souhaitez en ajouter. On est quand même sur mini-inception donc, évidemment je dois râler. La finition de la peinture est pas géniale, en témoigne cette trace sur la calandre, voire carrément merdique. Le pinceau sur le capot, c'est vraiment pas jojo. Les essuie-glaces sont beaux de loin mais loin d'être beaux. En revanche, en ce qui concerne les jantes, c'est franchement bon. Déjà, elles sont belles, les détails sont bien présents et visiblement, il y a 3 moules différents pour les jantes. Comme vous le voyez, les caches-moyeux sont différents entre l'avant et l'arrière. Pour quelle raison ?
J'en sais rien, mais ça fait plaisir. Et comme j'ai pas grand chose à dire sur ce latéral, excepté les quelques petits détails mis en peinture, mais je pense que les plans suffiront à illustrer ceci, on va passer à l'arrière qui lui aussi offre des blocs un poil trop transparents. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt bon. Je vous le disais, même la roue de secours a droit à son moule, puisqu'il n'y a que 3 écrous, comme sur le vrai. S'il manque les sigles Escudo ou Vitara, c'est simplement que Dunlop fournit de quoi le nommer dans la boîte, mais j'ai pas encore choisi. Le pare-choc est un peu déboîté sur mon exemplaire, mais j'aime bien, ça fait tout terrain malmené. Oui, malmené même s'il est en état à concours sur le reste. Et pour finir sur l'arrière, les lignes de dégivrage sont assez fines. Mais comme s'il n'était déjà pas assez bon pour 47€, il offre tous ses ouvrants de qualité en prime puisque les alignements sont très bons, voire parfaits comme ce capot qui renferme un moteur au détail franchement convaincant, beaucoup de câblage, une 3D assez profonde et une mise en peinture sur les bocaux, les parties aluminium et même la cosse positive de la batterie. La porte du coffre, elle aussi, est plutôt bonne, bien que l'ouverture frotte un peu sur le pare-choc. Elle donne vue sur les dossiers arrière, des ceintures en tissu et des languettes en photodécoupe. Et vous l'aurez remarqué, le flocage qui relève instantanément la qualité perçue. On va terminer cette présentation par l'habitacle qui est assez inégal. La modélisation de la planche de bord est satisfaisante, mais en termes de détails, ça laisse un peu à désirer. Il manque un peu de mise en peinture sur les boutons, etc. Enfin, c'est ce à quoi on s'attend sur un modèle aussi accessible. Là où l'habitacle surprend, par contre, c'est à peu près sur tout le reste. Le pédalier, les pommeaux de vitesse, les sièges, le ciel de toit, le flocage au sol. C'est bien au-dessus des prestations habituelles à moins de 50 balles. Et au passage, j'adore cette teinte de gris plastique des années 80, plastique qui d'ailleurs ne fait pas ultra cheap. Exceptionnellement, et parce que l'on y voit les arbres de transmission, la boîte de transfert, la triangulation, etc., je vous montre le dessous. C'est dommage qu'il n'y ait pas de suspension fonctionnelle parce qu'il donne envie d'être exposé en croisement de pont. Petite mention sur la boîte qui ne permet malheureusement pas d'exposer le modèle au travers de celle-ci. Cette dernière est tout de même plus stylisée que les boîtes d'auto par exemple. En parlant d'auto justement, il me semble que c'est l'unique alternative au fabricant Dunlop si vous souhaitez cette génération de Vitara au 18e. Seulement il est modélisé en cabriolet avec la capote en tissu, avec davantage de détails. En contrepartie, il n'a évidemment pas d'ouvrant et coûte une bonne trentaine d'euros supplémentaires. Autre avantage chez Dunlop, vous avez le choix entre 3 coloris. Et la conclusion de ce petit Vitara va grandement être influencée par le prix auquel vous le dénichez. Pour moins de 50€, c'est évidemment une pépite, entre la calandre ouverte, le flocage, la finition générale. Concernant les défauts de peinture, je pense que ça dépend pas mal de votre chance, c'est une pépite à moins de 50 balles. Entre 50 et 80€, c'est une miniature sympa, mais les défauts de finition, disons que si vous n'avez pas de chance et que vous avez les mêmes traces de pinceau, ça picote. Au-delà de 80€, à moins que vous soyez un fan absolu du modèle, ou que ce soit votre voiture dans la vraie vie, ça pique méchamment, surtout quand en face il y a automobile. Bon, voilà. Et sur ce, merci de m'avoir écouté, et à la prochaine. Ciao ciao.